Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Méliès de Montreuil pour ce cours au Méliès. Moi je m'appelle Elisa, je suis chargée de la communication et du développement du public. Normalement pour les habitués de ce cycle, je pense que vous êtes habitués à notre tendre et cher Stéphane Goudet. Exactement, vous êêtes bien renseignés. Il est à Berlin, donc j'assure juste le remplacement pour aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le cours au Méliès, ça a été développé donc, par notre directeur artistique, Stéphane Goudet. L'objectif, c'est que nous proposons un lundi par mois un cours suivi d'une projection, un cours sur une figure esthétique ou non, enfin sur quelque chose du cinéma, sur quelque chose qu'on peut analyser au cinéma, et donc c'est une fois par mois. L'idée c'est, il y a un cours, suivi d'une projection, tout ça pour le même tarif à chaque fois, c'est 4 euros. Donc cette année, on travaille la question des chants, on travaille la question des raccords, donc c'est des questions de montage, et aujourd'hui nous travaillons la question du chant contre chant, et nous avons la chance d'accueillir Damien Bertrand, qui est donc critique et cinéaste, et ça change à chaque fois. Ça veut dire que là, nous avons Damien Bertrand, mais ces cours peuvent être présentés par des universitaires, par des cinéastes, donc cette fois-ci c'est un cinéaste, mais l'idée, voilà, c'est d'avoir quelqu'un de nouveau à chaque fois. Ce cours-là, aujourd'hui, sera suivi par la projection du film Amère Victoire, où j'imagine que la question du chant contre chant est particulièrement saillante. Avant de céder la parole à Damien Bertrand, je voudrais juste vous dire que le prochain cours au Méliès aura lieu dans tout pile un mois, le lundi 16 mars, où on présentera le film The Shop Around the Corner et on réfléchira à la question d'entrée et sortie de chant. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Damien Bertrand, notre enseignant ce soir. Merci Elina, merci à tous d'être présents. C'est moi qui vais commencer par vous poser une question. Qui a déjà vu Amère Victoire dans la salle? Oui. Oh, eh ben, je vous envie. Voilà. Je suis ravi que vous soyez là. Ça c'est la première chose. La deuxième, bien que la forme ait été prévue pour un cours dit magistral, ce que je n'ai pas prétention à être, n'hésitez pas au cours de cette heure, si vous avez des questions à en poser, on verra comment on rentre dans la seringue de l'heure dévolue. Et en fait, je voulais commencer par un aveu. Je vous avoue que quand Stéphane m'a proposé ce cours, une fois passé la joie de me dire que j'allais vous montrer Amère Victoire, je me suis dit, mais je vais m'ennuyer et je vais les ennuyer. Oui, parce que le chant contre chant, c'est une figure absolument hégémonique dans le cinéma, et pas que dans le cinéma, dans tout ce qui est image-son, dès qu'il y a quelque chose de filmé. Aujourd'hui, le chant contre chant est une figure hégémonique. Et à expliquer, ça paraît tellement simple, on se dit, mais en fait, c'est comme si on expliquait aux gens comment on respire, comment on marche. Bon, pour autant, on va essayer quand même d'aller dans cette direction-là. On fera un petit détour, on ne pourra pas totalement y couper par un poil de technique et un peu d'histoire, et on aura un chemin vagabond dans des extraits que j'ai choisis sans autre cohérence. Il n'y a pas de choix, de ratio, de quota, de je ne sais quoi. Je me suis adonné un exercice tout simple qui a été de fermer les yeux et d'essayer de penser très fort à des chants contre chants que j'avais vus dans des films et qui reviendraient, et donc je pourrais avoir envie de vous en parler. Voilà, c'est le seul critère qui a présidé au choix des extraits que vous allez voir ce soir. Donc, pour la partie technique, je vais juste commencer par un schéma qui est basique. Donc le chant contre chant, tout le monde comprend. Vous êtes d'un côté, on vous filme avec le chant, puis de l'autre côté, c'est le contre-chant. Petite astuce, évidemment, la ligne qui nous sépare en termes de position de caméra n'est pas une ligne horizontale, mais bien une ligne verticale. Ça, c'est important. Donc la première chose, je vais vous montrer, voilà, les règles, ce qu'on appelle les règles de placement du chant contre chant. Donc vous voyez la fameuse ligne, donc il y a une règle dont on parle souvent, qui est la règle des 180 degrés, qu'il ne faudrait pas transgresser. On peut quand même, mais ça on en parlera plus tard. Donc vous voyez un peu ce que donne à l'image, si on positionne 3 caméras autour de 2 personnes qui se parlent, vous voyez un peu comment on obtient ce chant contre chant, et pourquoi on ne peut pas soi-disant franchir la règle des 180 degrés, parce que si vous disposez
l'une des 3 caméras de l'autre côté de cette ligne, subitement les objets ou les personnes qui sont disposées à côté de votre objet principal ou personnage principal s'affichent de l'autre côté. Donc ce qui donne une impression de il y a un problème, il y a une saute, donc c'est comme ça qu'utilise d'ailleurs ces ruptures de la règle des 180 degrés. Il y en a un exemple très célèbre dans un film de Stanley Kubrick qui s'appelle The Shining, donc qui signale tout de suite « Ah, quelque chose ne va pas ». Voilà, c'est la première chose que ça signale. Donc, une fois qu'on a dit ça, on dit du champ contre champ qui, dans le jargon, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'on va étudier ce soir aussi, c'est qu'il y a les tenants et les anti-champ contre champ, parce que... Il faut voir que ce n'est pas du général. Non, c'est naïf. Voilà, c'est un bête problème spatial, c'est-à-dire que si vous franchissez cette ligne, vous avez une inversion des objets qui sont dans le décor. Voilà. Il y a une autre règle observée techniquement qui est que normalement on ne doit pas... Les écarts entre les caméras, les angles de caméra doivent être d'au moins 30 degrés, sinon on sent une saute abrupte à l'image. Mais encore une fois, pour ceux qui sont venus au cours de Mathieu Macheret sur le faux raccord l'autre jour, ça constitue ce qu'on appelle un faux raccord. Mais un faux raccord, c'est aussi une figure de style. Donc toutes les règles que je vous énonce là, en réalité, c'est des règles pour ce qu'on appelle le montage de continuité, c'est-à-dire un montage qui veut donner l'illusion d'une continuité parfaite, qui oublie complètement, ou qui cherche à faire oublier que la plupart du temps, surtout au cinéma, merci Elisa. Bon, on est revenu. Oui, c'est mieux. Je vais pouvoir parler moins fort. Donc pour faire oublier le fait que les choses ont été filmées à des moments différents, assemblées à des moments différents, voilà, c'est toujours cette illusion de temps réel et de continuité qui prime dans ce type de dialogue en champ contre champ. Une des autres règles de ce type de prise, donc là, la première image, justement, j'allais y venir, vous avez 2 images issues du film Hugo Carrette. Donc là, vous avez le champ ou le contre-champ, peu importe, et quand vous passez à l'image suivante, vous avez le contre-champ qui observe toutes les règles que je vous ai dites, que je vous ai données précédemment, et qui en observe 2 de plus, pour ceux qui sont absolument fous de la grammaire, et qui dit qu'en gros, quand on filme, les rapports de grosseur d'un plan à l'autre doivent être à peu près équivalents, ce qui implique d'utiliser plus ou moins le même objectif, et qu'on doit pouvoir suivre la ligne du regard d'un point à l'autre. Si par exemple vous aviez fait l'autre plan en contre-plongée totale depuis le sol, vous auriez une distorsion des lignes, et c'est ce que les gens cherchent absolument à éviter dans ce type de situation. Voilà, j'en prends un deuxième exemple qui est tiré d'Alien. Donc vous avez effectivement 2 personnages qui sont situés à une hauteur différente, mais on va respecter la ligne du regard d'un plan sur l'autre. Voilà, jusque-là, rien n'y sert. Mais la chose que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est de s'interroger sur cette hégémonie dont je parlais tout à l'heure. Je veux dire, est-ce qu'elle nous aide à faire du cinéma réellement, ou est-ce qu'elle n'est qu'un diktat pour un autre? Se demander pourquoi elle est aussi hégémonique, ça ne veut pas dire qu'il faut la rejeter. Il peut y avoir des tonnes de raisons de l'utiliser. Mais pourquoi utiliser celle-là plutôt qu'autre chose? Donc, je me suis livré un petit exercice qui, je l'espère, va vous amuser. J'ai pris un exemple dans une série télévisée récente, dont je ne dis pas particulièrement de mal, puisqu'il y a de très bons comédiens, que l'histoire peut être parfois passionnante et tout ce que vous voulez, mais je l'ai pris parce que ça me semble être l'illustration totale dans ce que vous allez voir, à mon sens, il n'y a rien d'autre que cette notion de continuité. Je veux dire, la mise en scène ne communique rien d'autre. Donc, l'extrait est assez court, mais vous allez le voir 2 fois, ou plutôt vous allez l'entendre 2 fois et le voir une seule fois, puisque la première fois, vous allez voir l'extrait avec le son sous-titré sur un écran noir, et vous allez le revoir dans la continuité, cette fois-ci avec les images. Donc c'est tiré d'un épisode de La Servante écarlate, avec, parmi les actrices, l'excellente Yvonne Strahovski.
J'envoie l'extrait. Blessed day, Mrs. Waterford. Please, blessed day. Oh, it was lovely, thank you. You don't have to keep making these wonderful feasts for me. Something simple is fine for both of us. Well, I am not about to let Serena Joy Waterford go wanting in my home. Please, our home is your home. Thank you. Blessed day, Mrs. Waterford. Please, blessed day. Oh, it was lovely, thank you. You don't have to keep making these wonderful feasts for me. Something simple is fine for both of us. Well, I am not about to let Serena Joy Waterford go wanting in my home. Please, our home is your home. Thank you. You're too kind. You've already done so much. Voilà. Donc, la première question que moi je vous pose, c'est est-ce que dans la deuxième partie, quand vous avez vu les images, vous avez capté, intégré, compris ou perçu autre chose que quand vous avez eu le son seul? Bien, normal, monsieur. Oui, effectivement, sans son, sans image, il y a une fluidité dans ce qu'on a vu. Hein? Alors, Alain dit, les deux personnages étaient décadrés. Ok. Donc, ça c'est vrai. Quelqu'un, il n'y en a pas, enfin je veux dire, s'assied à table, et après. Oui, mais ça en fait, c'est ça que vers quoi je voulais aller. C'est-à-dire que ça, c'est une observation technique. Mais justement, ok, on voit que les cadres sont différents, qu'il y a un jeu pour varier les cadres, parce que c'est une autre obsession de l'audiovisuel à opposer au cinéma, c'est l'idée que devant un cadre fixe, on s'ennuie et qu'il faut à tout prix en changer, même si en fait la scène ne le justifie pas. Donc, en gros, là où je veux en venir, c'est que vous avez vu Mathieu Macheret il y a un peu plus d'un mois. Et il a une théorie très rigolote sur la question, sur la plupart des séries télévisées. Lui, il dit c'est de la radio filmée. Et voilà, pour moi, c'est oui, monsieur. Quand on entend le son, on sent qu'ils ne sont pas à la même place de manière spatiale. On sent vraiment ça. Mais ça, c'est technique. Qu'est-ce que ça vous dit sur les personnages? C'est ça que j'essaie de plus que ce que vous avez dans les dialogues. Je ne vous ai même pas résumé la situation. Donc vous avez la passeuse Maria Néo-Cato qui rejoint l'enfer politique qu'elle a créé elle-même, où elle n'est plus en bonne grâce et où elle est enceinte et où elle se fait héberger par quelqu'un chez qui elle n'a pas envie spécialement de fréquenter. Bon, une fois qu'on a dit ça, en fait, la scène elle-même, dramaturgiquement, il ne s'y passe pas grand-chose. Elle a une platitude totale, donc en réalité, bon, c'est fait pour gonfler les durées des saisons, tout ce que vous voulez. Donc ça n'est même pas, comme on peut l'avoir dans un roman, la scène ne vous dit même pas quelque chose en plus que vous ne sachiez déjà sur les personnages. Et sur cette question, pourquoi on change de cadre et pourquoi on n'en change pas, pour finir avec cet extrait, voilà, il y a deux choses. Je me suis gratté la tête et j'ai vraiment pas trouvé de réponse. Il y a deux plans. Voilà. Mais que raconte ce bouquet de fleurs? Rien. Rien dans l'épisode plus tard nous dira qu'il est vénéneux, les spores ne se mettent pas à sauter. Rien du tout. Donc, c'était un exemple. Pour meubler. Cette manière de le décadrer et Oui, mais de l'isoler, en fait. Les relations entre les deux personnages n'évoluent pas à l'intérieur de l'extrait. Il ne se passe pas quelque chose, elle ne dit pas quelque chose, Serena, qui la mettrait en danger, par exemple, et qui ferait que subitement elle se retrouverait en délicatesse par rapport à l'autre personnage. Donc elle n'a pas de raison d'être isolée. Donc c'est là où on dit, bah, au bout de 5 ou 6 secondes, on en a marre du plan, donc il faut alterner, donc on change de cadre. Mais en fait, ce cadre, il ne raconte rien.
Et c'est pour ça. Qu'elles sont toutes seules, toutes les deux. Oui, mais il ne raconte rien sur les personnages. Et il y a un autre plan que je voulais vous montrer à l'intérieur de la scène. Alors, celui-là est aussi une aberration de décor, puisqu'en fait, si vous vous souvenez du plan introductif de la scène, ce rideau et cette lampe, en fait, ils n'y sont pas. Donc les seules explications plausibles, c'est bon, le plan était à moitié foiré, et il y avait un accessoiriste dans le champ, mais on voulait quand même un contre-champ. Et parce que sinon, qu'est-ce que voudrait dire cette lampe ou ce rideau? Rien du tout. Rien du tout. Et on pourrait toujours dire, ok, ça arrive à tous les réalisateurs, les grands comme les tout petits, d'avoir un problème technique, d'avoir merdé quelque chose au tournage, et d'avoir à se couvrir, d'avoir à réparer une erreur technique à la prise de vue. Mais il y a d'autres moyens de le faire. Et on peut par exemple, recadrer dans l'image. Ce qui en fait ne venait pas introduire ces artifices sur le bouquet de fleurs ou sur ce rideau qui n'existe pas et qui est probablement pris d'un autre plan. Le plan a été coupé en deux et monté comme ça. Et donc là on se dit, bah voilà, du moment qu'on change de plan, tout va bien, ça passe. Donc voilà, c'était rien contre la série elle-même, mais c'était pour vous emmener sur ce terrain qu'on va suivre sur le reste du cours, qui est en fait, quand est-ce qu'on choisit de faire un chant contre chant? Quand est-ce qu'on le fait par choix, parce que ça va raconter quelque chose sur la dramaturgie, sur la mise en scène ou sur les personnages? Et donc, j'ai choisi exprès de faire un saut, plutôt que d'aller tout de suite à l'histoire du cinéma. Là, on va être en 1982, et je vais vous montrer à dessin un film, un extrait qui choisit de ne presque pas faire de chant contre chant. Et il y a une raison précise, et on en parlera après. C'est un extrait d'un film de Wim Wenders qui s'appelle L'état des choses, avec une équipe qui se retrouve échouée au milieu d'un tournage suspendu, avec un producteur qui s'est fait la malle et personne ne sait où il est. Voilà. How's that, Fred? Good. A little tight in the push. I could do better. Okay. We go on to the next shot. This is the way we'll do it, Joe. We start close. On Julia, she runs and runs all the way along the balcony here, right to the end, over, on the beach, all along the beach. We follow her, let the camera roll, and into the ocean. Well, how'd you like that? It's a hell of a shot. One of the best in the whole picture if you can get it. What do you mean if we can get it? We're out of film. No more film. How about the short ends? That's what we've been using the last few days. You just have enough in there for one very quick, brief close-up. And if you were the Emperor of Prussia, Fritz, it wouldn't do you any good. You have no more film to make this picture. Bon, voilà. Alors, deux choses à propos de cet extrait. D'abord, parce que pour toute la génération de cinéastes modernes, qui va de Godard à Wenders en passant par toutes les nouvelles vagues, ces cinéastes-là étaient des grands adorateurs du cinéma muet. Et dans le cinéma muet, au moins jusqu'aux années 20, le chant contre chant était une figure plutôt rare. Elle s'est institutionnalisée avec le temps. Elle est évidemment devenue pléthorique à partir de l'apparition du parlant. Mais en fait, avant, on l'utilisait assez peu. Donc, il y a chez tous ces cinéastes modernes une volonté de revenir à quelque chose de plus primitif de l'invention du cinéma et de ne pas découper. Donc c'est assez évident dans la longue scène, la discussion avec le chef opérateur. Et justement, ce qui est intéressant, c'est pourquoi il ne coupe pas, pourquoi il fait tout ça en un seul plan. Parce que vous ne pouvez pas avoir plus de tension que dans cette discussion entre un réalisateur à qui on vient de couper les vivres et son chef-op. Elle est d'autant plus atroce, cette tension, que la discussion a lieu sous les yeux de toute l'équipe. Donc ça ajoute une tension forte. Là, il vient de rêver un plan qu'il ne pourra pas faire, et là, il y a à la fois la discussion entre eux, la réaction de tout le monde autour, donc la durée du plan installe une tension que vous n'auriez pas si la scène avait été découpée entre l'acteur et le chef-op qui est joué par Sam Fuller, par exemple.
Et pour autant, dans la séquence que je vous ai montrée, il y en a quand même un contre-champ. C'est le tout dernier plan. C'est le plan sur ce qui aurait dû être filmé dans le film de fiction que le réalisateur du film devait faire. Et donc là, il y a un choix vraiment délibéré de dire le contre-champ, c'est le film de fiction qui ne sera pas. Et s'il veut réserver cet effet-là, du coup, il ne faut pas qu'il découpe avant. Non seulement c'est plus fort de ne pas découper la scène du point de vue des autres, mais en plus, il obtient cette chose. Voilà, lui, il filme un fragment du film qui ne pourra pas être filmé. Donc, ensuite, on va reprendre un peu le fil historique. Tout ça pour vous dire que, effectivement, si le champ contre champ se généralise qu'à partir des années 15, 20, 25, de plus en plus, ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas. Je pense comme à peu près toutes les figures que vous avez pu étudier au cours de ce cycle de cours, il y a un moment donné où la figure devient importante et beaucoup utilisée, et on trouve beaucoup d'exemples, de petits exemples de précurseurs. Donc, je n'ai pas voulu vous faire une liste exhaustive parce que vous pourrez la trouver vous-même. On en trouve dès 1901 avec l'assassinat du duc de Guise, par exemple. On en trouve évidemment champ contre champ, l'opposition, parlons western un petit peu. Donc, dans ce western qui date de 1911, où vous avez un champ sur le shérif et un contre-champ. Voilà. Tout ça, d'ailleurs, petite parenthèse, les Américains ont coutume d'appeler ces champs contre champs où il n'y a pas d'autres personnages en amorce, ils appellent ça des champs propres, par opposition aux champs sales. Quand on voit une amorce, je ne sais pas ce qui leur fait dire ça, mais en tout cas, voilà. Donc, dans les premiers temps du cinéma, on avait principalement dans ces scènes de confrontation ce qu'on appelle du champ propre. Les autres exemples historiques qui sont venus du fait de films qui mettaient en scène, à un moment donné, une représentation théâtrale. Donc Griffith, bien avant Naissance d'une nation, il le fera pour la deuxième fois avec l'assassinat de Lincoln sur scène par le personnage. Donc vous avez une série de plans sur des spectateurs qui regardent la pièce de théâtre et ce qui se passe sur la scène de théâtre. En réalité, Griffith, qui justement était adoré de tous les cinéastes modernes dont je vous ai parlé, enfin j'ai parlé de Wenders, mais je pourrais aussi parler de Jean-Marie Straub et Daniel Villiers. Voilà. Eux, je crois que ce qu'ils aimaient chez Griffith, c'était cette forme de primitivisme. Contrairement à beaucoup de ses confrères, Griffith, qui était un cinéaste extrêmement important en fait dans le développement de l'écriture du cinéma, il s'est mis très tardivement à l'utilisation des champs contre champs, parce que lui, il lui préférait d'autres modes de montage, comme le montage parallèle ou le montage alterné. Il y avait cette idée aussi qui plaisait énormément aux cinéastes modernes, c'est que quand vous faites un champ contre champ, c'est-à-dire vous découpez dans l'espace. Or, par opposition à ce primitivisme, qui est de dire, voilà, il y a un émerveillement qui consiste à trouver une chose à filmer, le juste emplacement pour la filmer, et que l'émerveillement, si on le dissout en découpant l'espace, il disparaît un petit peu. Donc il y a cette notion, et chez des cinéastes comme Cécile B. DeMille, lui, il a commencé vraiment à les institutionnaliser, les champs contre champs, à partir de 1915 aux États-Unis. Mais lui, il était plus intégré dans ce qu'on appelle l'usine à saucisses, quand même, avec tout le talent qu'il avait. Donc voilà, il y a quelque chose, et c'est intéressant historiquement de se dire que chez un des cinéastes les plus importants comme Griffith, quelque chose pendant 20 ans a résisté à cette hégémonie du champ contre champ. Et donc, on va en arriver à ceux qui, à un moment donné, ont théorisé le montage, donc les Russes. Donc, je ne vais pas m'étendre outre mesure, mais néanmoins rappeler quelque chose. Aux alentours des années 20, l'expérience peut être apocryphe puisqu'on n'a pas retrouvé les images. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle l'effet Kuleshov, dont vous avez entendu parler, qui consiste à placer le plan d'un acteur avec une expression neutre et de l'associer à une autre image et de revenir sur le visage. Donc vous voyez l'idée,
le personnage a un regard neutre, mais si vous mettez le bol de soupe au milieu, le personnage a faim. Si vous voyez le cadavre de la petite fille, il est triste. Et si vous voyez la femme, il est amoureux. Mais en fait, c'est là une des forces sur lesquelles le cinéma va prospérer. C'est-à-dire que vous créez du sens qui n'existe pas dans le fragment de film lui-même. C'est l'association qui crée du sens. Et pour vous amuser un peu, je vais vous montrer la réinterprétation qu'a fait Hitchcock de l'effet Kuleshov. Donc, il disait, imaginons, ça il savait faire, que je rencontre une jeune femme avec son bébé au parc. Vous voyez, il la voit, on les voit, il sourit. Gentil monsieur. Bon, mais si on substitue l'image de la femme et de l'enfant avec l'image d'une fille en bikini, c'est plus gentil monsieur, vieux dégueulasse. D'ailleurs, il le disait lui-même comme ça quand il expliquait dans les interviews cet effet-là. Donc voilà, vous avez là un exemple parfait de quelque chose qui n'est créé que par le montage. Et évidemment, les Russes, eux, ont beaucoup théorisé. Donc Eisenstein, lui, il a développé plusieurs théories de montage, je ne vais pas toutes les citer, mais lui, il a vraiment expérimenté ça. Il y a par exemple le montage métrique, qui consiste à donner à chaque plan de la série de plans la même durée, le montage rythmique, qui consiste, en fait, c'est un peu déjà le raccord dans le mouvement, le raccord tonal qui consiste à faire correspondre dans le plan d'avant et le plan d'après des éléments de décor. Si vous avez des persiennes dans le plan numéro 1, vous pouvez facilement raccorder sur un autre plan où il y a un effet de persienne. Voilà, donc là, c'est l'objet visuel qui permet le raccordement. Enfin, il y en a d'autres de ce type de montage, mais lui, il les a vraiment théorisés. Et du coup, je voulais vous montrer le moment où Eisenstein, lui, l'a utilisé quasiment pour la première fois, qui est dans un film de 1925 qui s'appelle La Grève. Et vous allez voir que tout de suite, dans la manière de cadrer et de filmer les personnages, il va développer, par exemple, vous voyez, toute cette non-force de conflit, tout ce que vous n'avez pas vu, par exemple, dans l'extrait de La Servante écarlate, vous allez voir comment est une utilisation aboutie du champ contre champ quand on fait parler les corps et les regards et qu'on choisit de découper comme ça. Donc voilà, un court extrait de La Grève d'Eisenstein. Donc vous voyez que c'est tellement bien mis en scène que ça décourage l'analyse. Dans le sens où ce qui est évident quand on regarde cet extrait, c'est que là, il s'oriente évidemment vers une lecture politique et de rapport de classe. Donc voilà, et il le montre tout simplement dans ces images, la mise en scène, la proéminence du patron de l'usine devant les types qui sont venus lui rapporter, les autres collègues qui commencent à mettre en place une grève.
Donc voilà, eux, ils se baissent pour parler au chef, lui, il a le ventre en avant, des choses comme ça. Mais ce qui est encore plus rigolo et plus intéressant, c'est que le chef a un chef, évidemment. Donc après, il faut, et là vous avez un exemple, je pense que c'était assez, pas totalement inédit, mais pas courant à l'époque, c'est que là vous avez un chant contre chant qui n'est plus seulement à l'intérieur d'un espace qu'on découpe et qui est unifié, mais avec l'usage du téléphone. Là, voilà, on a une série en fait de chant contre chant téléphonique et où vous appréciez la position de pouvoir de plus en plus grande des personnages qui sont dedans aux éléments de décor. Ah tiens, il y en a un qui a 2 téléphones, il n'en a pas qu'un seul, l'autre a des galons, et ainsi de suite. Donc voilà, quoi, en fait, il restitue visuellement une sorte d'organigramme social et de lutte des classes, évidemment. Et donc là, on va passer à un double extrait suivant, pour vous montrer justement dans la mise en scène comment on peut varier les effets en fonction de la tonalité de la scène. Et vous allez le voir, 2 extraits bout à bout, issus de 2 films différents de Jerry Lewis, dont l'un est une comédie et l'autre un drame qui est resté inédit, mais dont des images nous sont parvenues via un documentaire qui a été réalisé l'an dernier, dans lequel on avait retrouvé une vieille bande vidéo qui est a priori tout ce qui reste du film. Ceci étant dit, j'ai choisi de les mettre côte à côte parce que vraiment, ces scènes sont faites sur la même situation de départ. Qui est, en gros, Jerry a fait une grosse bêtise et il va devoir aller s'expliquer. L'une en comédie, l'autre en drame. Je vous la montre et on en parle après. Miss Lemon, get Professor Kelp in here immediately. Oh, Dr. Warfield wants to see you in his office. Dr. Warfield? Yes, right away. I use too much. Kelp, how long have you been on the faculty of this university? Oh, I would say, prior to my exposure as a student counselor at USC 3 years. No, I went to post-grad, and actually that was 2 years prior. No, there was a botany exposure that I had in one particular school. I had decided pre-med, botany, whatever. I would much prefer the sciences, in other words. I think I should really go back to the time that I graduated college. How long? Two years and 22 minutes now.
Hitler and Schmidt. Helmut Dog? Yes. Yes. Dog. Yes, Helmut Dog, that's correct. And you're a clown in the circus, aren't you? I'm not just a clown. I have performed for royalty. That was years ago. According to my information, you're now just a That helper was a in the mistake. circus. I meant no With disrespect. little or no I mean, I was drunk and I was not responsible for my actions. After all, it's only a fair question, isn't it? So I'm going to repeat it again. Why are you not responsible? Why are you not responsible? Why are you not responsible? Answer me! Because I'm frightened! Voilà. Donc là, une des choses intéressantes à savoir, c'est que Lewis tournait avec 2 caméras. Donc, il ne le faisait pas pour des questions de rapidité, justement pas pour des questions de continuité. On le sait dans les documents de travail qu'il y a sur les 2 films, que par exemple, les chants contre chants, que ce soit dans The Nutty Professor ou dans The Day the Clown Cried, en fait, quand il avait la caméra A et la caméra B, jamais il n'a positionné en même temps la caméra A sur un personnage et la B sur un autre. Ça veut dire qu'il anticipe la construction de la scène. Le deuxième extrait, je l'ai fait exprès un peu long pour vous montrer comment la tension, comment il joue sur cette tension qui claque jusqu'à l'élastique, en fait jusqu'au moment où l'élastique claque et qu'il se lève et qu'il crie qu'il a peur, quoi. Donc, mais pour arriver à ça, il faut qu'il découpe l'espace et pas en continuité dans le dialogue avec les personnages. Lui, ce qui l'intéresse quand il positionne les caméras, c'est de se dire, ok, je vais mettre 2 caméras sur le nazi, parce que lui, il est à fond sur son jeu à ce moment-là. En tant que metteur en scène, c'est sur lui que j'ai mis toute la pression pour qu'il sorte le meilleur pour son jeu. Et moi, je vais avoir besoin de 2 angles différents au montage pour avoir cette gradation. Donc, et vous voyez aussi, quand je vous disais, on ne filme pas n'importe comment, c'est la différence entre le drame et la comédie. Il s'est même posé la question pour le deuxième film. Vous voyez qu'il y a un effet burlesque qui est obtenu de par la différence de hauteur, d'assise des 2 personnages. Il a pensé à le faire pour le deuxième, mais il a modulé ça. Il s'est réfréné de le faire, puisqu'en fait, en exagérant la perspective comme il le faisait dans la comédie, il enlevait quelque chose du drame qu'il voulait communiquer. Donc il y avait à un moment une sorte de plafond de verre qu'il ne pouvait pas distordre l'espace autant qu'il le ferait dans une comédie. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un cinéaste burlesque, les cinéastes burlesques sont généralement économes en signes. Vous avez pu le voir lors du premier extrait. En fait, les plans sont assez simples, et le moment où on voit les traces de pas par terre, on n'a pas vu ce plan avant, et un seul plan suffit. Et en fait, ils gardent les choses simplement. Les seuls éléments de décor sont ceux qui vont servir à la scène. Pourquoi il y a l'aquarium? Parce que, ça c'est plus tard dans la scène, ça montre qu'il joue l'ère des Marines américains. Le film Dr. Jeremy Storlove est fait au moment de la guerre du Vietnam. Donc c'est sa petite critique à lui contre la guerre du Vietnam. Et évidemment, à un moment donné, la montre à gousset, elle va tomber dans l'aquarium. Et le proviseur s'appelle Warfield. Donc l'histoire de... Voilà, quoi. Donc il y a vraiment cette histoire à l'économie. Et dans le deuxième film, c'est pareil. C'est-à-dire il y a juste ce qu'il faut dans l'espace pour accumuler l'attention. Sur les plans sur Jerry, sur lui, il n'y a que le bras du garde nazi avec le brassard. Voilà, ça suffit à faire peser cette tension sur lui. Et s'il découpe comme ça, c'est pour arriver à ce moment qu'il a prévu évidemment dans sa mise en scène, où le général va se lever, va faire claquer le fouet sur le bureau, et pour ça, il va y avoir une rotation dans l'espace. Et lui, quand il a fait ses 2 caméras, il savait qu'il y aurait ce plan, le plan où ils sont de profil et le plan où ils seraient tous les 2. Donc, pas de choses utilitaires, genre, bon, bah, les 2 discutent, on va prendre les 2 en même temps. Non, en fait, c'est ça que je voulais vous montrer ce soir, c'est que quand on décide de faire un chant contre chant,
c'est quelque chose qu'on construit. Voilà. Donc, les deux autres choses que je voulais vous montrer rapidement. Samuel Fuller. Oui, notre ami Samuel Fuller. Donc là, je voulais vous montrer un extrait rapide qui est un exemple. On reste à la thématique de l'Allemagne nazie, si vous voulez, ou de l'Holocauste plus précisément, mais ce qu'on appelle le contre-champ de réaction. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'entre le champ et le contre-champ ne se situent pas dans le même espace. Donc, en fait, ça se passe à la libération de l'Allemagne, donc les officiers américains sont encore sur place, et le film raconte la tentation d'un jeune de flirter avec les jeunesses hitlériennes, les werewolves qui sont encore présents en Allemagne à ce moment-là, et à un moment donné, sa sœur décide de l'emmener au procès de Nuremberg. 1,000 years will pass, and this guilt of the Hitler gang will still not be erased. It took from 3 to 15 minutes to kill the people in the gas chamber, depending on the climatic conditions. The Nazis knew when the people were dead because the screaming stopped. After the bodies were removed, special Hitler commandos took off the rings and extracted the gold from the teeth of the corpses. Much of this loot was then transferred to secret vaults of the Reichsbank at Frankfurt on Main. This was genocide, the premeditated destruction of entire peoples. Genocide, the direct result of the Nazis' claim that they have the right to destroy Hitler's opposition. Tomorrow the world, dead or alive. Hans, I want you to look. Hans, you've got to look. We will look together. This is something we should see. Everyone should see. The whole world should see. Hans, believe it, did you? Hans, look. Oh. Oh. Bon, voilà. Désolé pour les images terribles, mais là, je trouvais l'extrait intéressant à plusieurs titres. C'est, comme je vous disais, c'est d'abord, Fuller ne cherche absolument aucun réalisme. D'abord, il n'y a pas d'argent, donc évidemment, il ne cherche pas à reconstituer la salle de procès de Nuremberg. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend les deux acteurs, il met 3 bancs en bois, et il fait cette lumière expressionniste extrêmement marquée, qui suffit en fait à... là, on revient un peu au russe, c'est-à-dire que le montage, au lieu de le faire, de le soumettre à une forme de réalisme, on peut aussi conditionner son montage à une idée qu'on veut transmettre, pour des bonnes et de mauvaises raisons. Ça peut aussi donner de mauvaises choses en idéologie, mais lui, ce qui l'intéressait à un moment donné, c'est de dire, voilà, face à la réalité de l'Holocauste, quelque chose qui ne peut pas être nié, les camps sont là, donc en fait, il est face à des images documentaires, et il n'y a rien de plus à dire. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment, c'est la force de l'idée. Quels que soient les beaux parleurs qui vantaient encore le régime qui devrait subsister, les werewolves et tout ce que vous voulez, voilà, sa tentation, là, elle est éradiquée parce qu'à un moment donné, il se retrouve non pas face à des idées, il se retrouve face à la trace de ce qui a eu lieu. Et c'est incroyable parce qu'on s'en fiche complètement que le décor soit reconstitué. La scène fonctionne terriblement. Il s'agit de lire sur le visage de quelqu'un, voilà, les atrocités dont il est le témoin à ce moment-là. Et bon, aussi très rapidement, mais là je le commente en même temps pour rester avec ce bon vieux Sam. Vous voyez ce qu'on peut faire aussi avec un champ contre champ. Donc là, c'est l'histoire de l'homme qui a tiré la dernière balle de la guerre de sécession et qui pense à tuer le général Grant. Et vous voyez ce qui se passe là, le contre-champ, vous voyez quasiment jamais ça au cinéma. C'est-à-dire que là, les règles du champ contre champ, la règle des 180 degrés a été respectée, mais il se met tellement loin derrière qu'il englobe l'intégralité de l'autre personnage. Vous voyez, c'est ça aussi que j'ai essayé de vous montrer à quel point il y a ce langage dominant qui est fatigant à la longue. En gros, j'ai parlé de séries télé. Dans les années 50, il y avait une série policière qui s'appelait Dragnet, littéralement dans les mailles du filet. Et son style de montage, qui était un peu proche de celui que vous avez vu dans La Servante écarlate,
il était tellement extrême dans son automatisme qu'on avait même parlé d'un effet Dragnet, c'est-à-dire que les monteurs de cette série allaient jusqu'à couper à la seconde près systématiquement chaque fois que c'est l'autre personnage qui parlait. Voilà. Donc vraiment en montage, en pilotage automatique absolu, l'un parle, on met le bouton de la caméra, et donc je vous dis, voilà, c'est aussi la télé en direct qui est toujours axée comme ça. Vous regardez une émission de plateau avec, je sais pas, des gens qui viennent poser, vous avez ça, quoi. Vous avez quelqu'un en régie qui est prêt à changer de caméra dès qu'un intervenant se met à parler pour qu'on reste sur lui. Mais ça, en fait, je ne pense pas que ce soit pour ça qu'on vienne au cinéma ou qu'on vienne au Méliès. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'informer, de regarder les choses et de prendre du plaisir aussi à d'autres formes de divertissement. Mais encore une fois, je voulais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand on choisit vraiment de construire quelque chose. Là, je pense qu'on n'a pas le temps pour l'avant-dernier. Donc, je vous donne un conseil. J'avais prévu de vous montrer un extrait de... Je ne sais pas, c'est probablement ce que je pense être un des plus beaux films du monde, qui s'appelle L'Intendant Sancho de Mizoguchi. Voilà, je ne peux que vous encourager, si vous ne l'avez jamais vu, à le voir. C'est un film absolument bouleversant. Et faites-le, pensez-y, prenez le plaisir énorme à découvrir le film ou à le revoir si vous le connaissez déjà. Et vous verrez que tout ce qu'on a dit au début sur la règle des 180 degrés, dans cette scène de retrouvailles, toutes les règles sont cassées. Parce que c'est entièrement soumis à l'émotion intense qui veut communiquer par cette scène. Donc il brise à dessein toutes les règles techniques que toutes les grammaires du cinéma vous disent de suivre. Et je voudrais terminer avec un dernier extrait qui, lui, se situe à la frontière de ce qui pourrait être le chant contre chant et le plan subjectif. Dans les années 90, le cinéaste espagnol José Luis Guérin tourne un film à Strasbourg qui s'appelle Dans la ville de Sylvia. Et dans la ville de Sylvia, c'est l'histoire plutôt antipathique au départ d'un jeune étudiant désœuvré qui s'assied à une terrasse de café. Et en fait, dans la ville de Sylvia, c'est-à-dire il recherche une femme sur laquelle fixer son attention et sur laquelle il tomberait amoureux. Donc vous avez cette scène qui est tournée à une terrasse de café, où son regard oscille de l'une à l'autre, le centre de son attraction, et en même temps, voilà, vous êtes sur la frontière entre le chant contre chant, puisque les personnes qui le regardent, effectivement, sont bien du bon côté de la ligne des 180 degrés, mais la différence, c'est pour ça que c'est aussi un plan subjectif, c'est qu'elles n'ont pas d'interaction avec lui. Et vous allez voir aussi que la manière dont le regard se rapproche n'est pas crédible en termes spatiaux. Quelqu'un qui est assis à cette chaise ne peut pas avoir dans son axe de vision un aussi gros plan de la scène. Et c'est là où on passe du chant contre chant classique au plan subjectif. Donc voilà, je vous montre cet extrait et après j'introduirai Amère Victoire.
Mais sachez que, en fait, cette scène, elle a encore 6 ou 7 minutes avant et 7 ou 8 minutes après. Voilà. Et que la manière dont Guérin l'a filmé, donc, il l'a conçu vraiment le tournage comme un ballet. Bien qu'il y ait des coupes, mais pour garder cet élan, ce naturel, donc il y avait des assistants qui étaient sur scène, qui disaient pour pouvoir repositionner la caméra, donc on faisait des croche-pieds aux gens qui étaient là pour dire laisse-toi pour repositionner tout de suite la caméra, même s'il y avait des coupes et que tout n'était pas filmé comme une captation et dans la continuité, mais il tenait à cœur de repositionner les scènes très vite pour pouvoir aboutir à ce résultat-là. Évidemment, à un moment donné, il va se fixer sur un des visages, et quand le visage va quitter la terrasse de café, hop, il va partir à sa poursuite. Voilà. Donc, voilà l'exemple type quand on est à cheval sur deux figures. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous l'avez bien vu, il n'est pas possible de se rapprocher à ce point. C'est même une métaphore sur le cinéaste qu'il veut voir, puisqu'à un moment donné, il bouge de chaise et on ressent même dans le montage, et donc on revient à l'effet Kuleshov qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que lui, à un moment donné, il suffit qu'il capte un morceau de regard, qu'il capte un sourire en dessous de ce morceau de regard, et on le voit dans le contre-champ sur lui, s'imaginer que potentiellement, il a capté l'attention de cette fille, ce qui n'est probablement pas vrai. Donc voilà, là vous avez un peu la somme de toutes les théories, entre guillemets, qu'on a pu évoquer ce soir. Et maintenant, donc, comme je vous disais, je suis vraiment ravi que vous soyez si peu. Oui. Le film s'appelle Dans la ville de Sylvia, voilà, qui est un film sans dialogue, entièrement tourné à Strasbourg. Je vous invite à le voir aussi. Et quant à la mère Victoire, alors là, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire que je vous parle même pas des chants contre chants, puisque dès le générique terminé, vous allez comprendre comment ça fonctionne là-dessus. Ce qui est d'autant plus remarquable dans l'utilisation du chant contre chant dans le film, entre mille autres choses, parce que le film évidemment n'est pas fait que de ça, c'est que Nicolas Ray était probablement un de ceux qui a le mieux su utiliser le format cinémascope. C'est-à-dire que vous verrez dans les chants contre chants, dans la manière dont ils sont positionnés, les plans à deux, les plans où le personnage est tout seul, comment il arrive en fait à équilibrer les masses à l'intérieur du plan pour que, en passant d'un plan à un autre, on a l'impression qu'il y a eu un trou d'air littéralement au milieu de l'écran qui a permis au plan suivant et au personnage suivant de le remplir. Donc ça, déjà, rien que ça, c'est extraordinaire. Et le film est extraordinaire surtout pour bien d'autres raisons. C'est que comme tous les films de Nicolas Ray, c'est quelqu'un qui suit la devise, vous verrez le personnage joué par Richard Burton, qui a une espèce de show transformiste incroyable tout au long du film. Il est, comme la plupart des héros de Nicolas Ray, quelqu'un dont la devise est « Je suis un étranger ici-bas ». C'est un archéologue qui ne s'intéresse qu'aux pierres et aux morts, et qui se retrouve dans cette situation de devoir faire la guerre. Le film est extraordinaire parce qu'il vous laisse des tas d'espace pour rêver, parce que sa tonalité est légèrement dissonante, elle est atonale. Godard en était dingue, il a quand même publié un papier sur le film qui s'appelait « Au-delà des étoiles » et qui commençait par cette phrase « Le cinéma, c'est Nicolas Ray ». Donc voilà, je ne vais pas paraphraser tout le papier, mais simplement pour vous dire, à mon sens, pourquoi il soulignait ce que doit être le cinéma, ce que peut être le bon cinéma quand il disait le cinéma c'est Nicolas Ray. C'est l'idée que ce que vous avez sur l'écran, ce que vous allez voir ce soir, ce que j'ai par ailleurs essayé de vous montrer dans les extraits, la plupart des extraits que vous avez vus dans cette soirée, c'est de vous dire, ben voilà, ce que j'ai ressenti en voyant ces images, ces assemblages d'images, il n'y a que le cinéma qui peut faire ça. Il ne s'agit pas de ce qui s'y passe, il ne s'agit pas de ce qui s'y dit, de savoir si c'est la Deuxième Guerre mondiale, s'il y a une opposition, mais que les sensations que vous éprouvez en regardant, elles ne sont pas transposables dans un roman, elles ne sont pas transposables dans une pièce de théâtre. Il n'y a vraiment que le cinéma qui peut vous les donner de cette manière-là. Donc, vous verrez le silence, le désert, à quel point les points de contact entre les regards, ceux qui fuient, ceux qui se croisent, ceux qui cherchent à s'éviter,
sont tellement puissants tout au long du film. Et voilà, il fut un temps, il y a une trentaine d'années, où ce film était vraiment très rare. C'est-à-dire qu'il y avait une projection à Paris tous les 5 ans. Et je l'ai découvert, moi j'étais adolescent. Et je ne veux pas vous en dire plus sur le film, si ce n'est une chose. Vous verrez, à un moment du film, un échange de regards entre un personnage et un objet inanimé. À l'époque où le film était rare, je peux vous dire que pendant des années, j'en ai rêvé la vie. Voilà, merci.